Bonjour à tous, c'est Geoffrey. Alors, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de ligne du temps. Mais ça, c'est juste après l'intro. Bonjour à tous et bienvenue dans ma classe numérique. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Geoffrey, je suis enseignant auprès de jeunes adolescents de 12 à 16 ans, ce qui correspond à la première, à la quatrième secondaire dans l'enseignement en Belgique. Et aujourd'hui, je vais orienter plutôt ma vidéo vers l'histoire et vers la construction de lignes du temps. Alors on est plus ou moins une semaine après le premier bulletin de cette nouvelle année. Et comme je suis rarement à jour dans mes corrections, voilà, on a chacun des choses qu'on aime un peu moins dans le métier. Moi, c'est les corrections. Et du coup, voilà, j'ai dû, lors de la semaine dernière, corriger beaucoup de lignes du temps. Et j'ai vu que plusieurs erreurs revenaient régulièrement. Et après avoir déjà fait une première vidéo sur la construction de lignes du temps, je me suis dit que je pourrais compléter cette première vidéo avec justement une vidéo où je mets en avant plutôt les quelques erreurs à éviter lorsqu'on en construit une et qui reviennent très régulièrement. La première erreur qui frustre, je pense, tous les professeurs d'histoire, c'est lorsqu'on a une ligne du temps où on a une représentation du temps avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, et que l'élève nous indique 0, année 0. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir martelé en classe, l'année 0 n'existe pas. L'année Jésus-Christ 1, etc. Voilà, tout ça, il y a matière à débat dans lequel je ne rentrerai pas aujourd'hui sur la naissance du Christ ou pas, est-ce qu'il faut mettre le Christ, c'est pas le sujet, mais l'année 0, point, ça n'existe pas, c'est tout. On met pas 0, on met Jésus-Christ ou 1, pas 0. La deuxième erreur dont j'ai envie de vous parler, c'est plutôt un oubli qu'une erreur. Il faut savoir que sur une ligne du temps, on représente justement une représentation du temps, un zoom dans l'histoire. On ne peut pas représenter chaque fois toute l'histoire pour parler de 50 ans ou d'un siècle ou ce qui s'est passé pendant un siècle. Donc on va zoomer sur un ou plusieurs siècles dans l'histoire. Pour ça, on utilise des échelles, mais il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est à la fin de notre ligne du temps, on a une flèche qui correspond au futur, et avant notre ligne du temps, on a ce qu'on met souvent, ce sont des pointillés pour montrer qu'il y a un passé. On est vraiment sur une partie du temps qu'on représente. Avant, il s'est passé plein de choses, et après, il se passera encore plein de choses. Et même si on arrête notre ligne du temps en 2020, en 2021, ou peu importe l'année, on met toujours une flèche parce que voilà, on n'est pas devin et on sait que dans le futur, il se passera d'office des choses. La troisième erreur dont j'ai envie de vous parler, c'est plutôt un manque de précision. Lorsque j'ai corrigé toutes les lignes du temps la semaine dernière, je me suis rendu compte qu'il manquait souvent un élément, et cet élément, c'est dans le titre. La première chose qu'on va regarder, c'est le titre de la feuille, le sujet dont on va parler. Et justement, pour avoir un titre complet, il faut toujours respecter 3 critères. Le thème, l'espace et le temps. Le thème, ça va être le sujet, ce dont on va parler. Le temps, ça va être la période qu'on va étudier. Et l'espace, ou le lieu, ça va être l'endroit. L'endroit, est-ce que c'est quelque chose qui se passe dans le monde? Est-ce que c'est quelque chose qui se passe en Belgique, en France, au Canada? Voilà, en Europe, voilà, on précise le lieu, le temps et le thème. C'est toujours ces 3 choses-là qui font que notre titre est complet et qu'on sait de quoi on va parler, où on va être et à quelle période. La quatrième erreur que j'ai pu remarquer, c'est des problèmes d'échelle. Alors, lorsqu'on fait une représentation du temps sur une feuille, on essaye d'utiliser la feuille au maximum. Si on a une feuille A4 d'une trentaine de centimètres, on va tenter de trouver une échelle pour que notre représentation du temps aille quasiment au bout de la feuille à gauche, quasiment au bout de la feuille à droite. Je me suis retrouvé avec des lignes du temps qui, sur une feuille A4, faisaient ça. Alors, si on représente le temps et qu'on fait un zoom dans cette période-là pour comprendre comment s'agencent les événements, ben, si on représente ça sur quelque chose de tout petit, ça va pas être très facile à lire pour la personne qui n'a pas conscience de ce qu'on est en train de voir. Donc voilà, une ligne du temps, c'est censé simplifier les événements et voir sur une feuille complète comment s'est déroulé notre thème, à quel moment, etc. ça s'est passé.
Donc, la cinquième erreur dont j'ai envie de parler pour vous permettre de faire justement une ligne du temps plutôt correcte et plutôt agréable à lire, c'est l'utilisation des couleurs. Alors l'utilisation des couleurs peut se faire de plusieurs manières. Soit vous respectez une légende que vous avez créée vous-même, qui dit que par exemple les événements d'une période, par exemple l'Antiquité sont colorés en rouge, le Moyen-Âge coloré en bleu, les temps modernes en jaune et l'époque contemporaine en vert. Et tous les événements nous permettent de nous situer plus facilement. Soit vous légendez différemment en disant que tous les événements, périodes confondues, sont d'une telle couleur, les périodes historiques sont mentionnées dans une autre couleur, les siècles sont mentionnés dans encore une autre couleur. Voilà, la légende est un petit peu aléatoire, c'est à vous de la créer, plutôt aussi en respectant les demandes de votre professeur, mais l'utilisation de couleurs peut être quelque chose qui facilite la lecture de cette ligne du temps, tout simplement. Et le dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est pas vraiment une erreur parce que selon les enseignants, les professeurs de différents niveaux, etc., on n'utilise pas tous la même méthode. Mais moi, une méthode qui me permet de lire quelque chose précisément, c'est de segmenter notre ligne du temps par étage. Je m'explique. Tout au-dessus de notre ligne du temps, on va mettre que les dates. À différentes hauteurs, ça peu importe, mais on va mettre que les dates. La première frise va mentionner les siècles, donc on coupe tous les siècles avec des dates repères. Ensuite, la deuxième partie de la frise va représenter les périodes historiques, ou la période historique, ça dépend de la représentation du temps qu'on a choisi. Et tout l'espace qui se situe en dessous, donc souvent une demi-feuille, ça va être consacré aux événements. Les événements vont être mis à cet endroit-là. Et on évite également, lorsqu'on précise les événements, de faire des droites qui se coupent. Ça ne doit pas être un labyrinthe, une ligne du temps. On essaye de faire des traits droits et de passer dans une case, on ressort en dessous proprement pour que les événements, la case de l'événement soit plus ou moins en dessous de sa date réelle et qu'on n'ait pas un cheminement d'un événement qui est en 1400 et qui se situe à la hauteur des années 2000 par exemple. Voilà, ça c'est le dernier petit tips que je voulais donner par rapport à la création de la ligne du temps. J'espère que ces petits conseils vous seront utiles pour ne plus commettre ces erreurs et rendre des travaux hyper clean. Voilà, ça, je précise quand même que c'est ma façon de faire, la façon qu'on utilise chez nous à l'école. Vous pouvez avoir des divergences par rapport à ça, mais je pense que globalement, en respectant ces différentes règles et en visionnant l'autre vidéo que j'avais fait sur la construction étape par étape, je pense que vous devriez être plus ou moins dans le bon. Voilà, j'espère donc que tout ça sera utile pour vous. Et je vous laisse sur ces mots. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, du bon travail. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!